Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à nos programmes. Bienvenue dans ce 1945 sur ITV, dans l'actualité de ce mercredi. Les précisions du procureur de la République sur l'arrestation de Ousmane Kabiline Diatta. Amath Diouf annonce l'ouverture d'une information judiciaire. Il confirme donc l'arrestation, la garde à vue et le déferment de ce membre actif du MFDC. Le préfet de Dakar interdit la manifestation de l'opposition prévue ce vendredi. L'autorité évoque des menaces de troubles à l'ordre public et de violation du code électoral et vous entendrez le directeur général des élections sur les contestations de Yewwi Askan Wi. Tiandel Fall affirme que le refus de signer le bon attiré n'aura aucun impact sur le scrutin. Dans l'actualité de ce mercredi également, les résultats du rapport sur le mode d'alimentation des Sénégalais. Le constat n'est pas vraiment rassurant. La mauvaise alimentation cause bien entendu beaucoup de mal et nous le verrons dans ce 1945. Et enfin, dans la fenêtre biennale, hommage au génie protecteur de Saint-Louis, Mamkoumba Bang raconté à travers des œuvres d'art visuel. Mamadou Dieng nous fera découvrir cette exposition particulière. Alors, Ousmane Kabiline Diatta a été interpellé à Dakar le 8 juin dernier lors de la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi. Le procureur de la République a fait le point sur cette arrestation et annonce l'ouverture d'une information judiciaire. Selon Amath Diouf, en conférence de presse il y a quelques minutes, il s'agit d'un combattant aguerri du MFDC qui a d'ailleurs pris part à toutes les opérations rebelles menées dans le sud du pays contre l'armée sénégalaise. Regardez. De l'économie de la procédure conduite de maître par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et les services de renseignement, de l'économie de cette procédure, disais-je, je tiens à confirmer à l'attention de nos concitoyens à l'arrestation effective, à la garde à vue et du déferment de Ousmane Kabiline Diatta, aux responsables du MFDC, du Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance, considérés depuis quelque temps par les forces de défense et de sécurité comme le second et le bras armé d'une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Alou-Kassine Bassel. Il apparaît sous ce rapport comme un individu dangereux, représentant une menace pour la paix, la tranquillité et la sécurité publique, au même titre que ses acolytes clairement identifiés, mais qui sont en fuite. C'est pourquoi j'ai demandé aux forces de sécurité, agissant sous mon autorité dans le cadre de la police judiciaire, de poursuivre les investigations avec rigueur et détermination et de me présenter à toutes les personnes impliquées dans cette affaire en lien avec les rebelles, afin que toutes ces personnes puissent répondre de leurs actes. Pour l'instant, j'ai ouvert une information judiciaire qui est confiée au doyen des juges d'instruction pour complot et autres infractions contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, culture et trafic de chanvre indien. Le mandat de dépôt a été requis contre Ousmane Kabiline Diatta et une délégation judiciaire est en outre requise pour favoriser la poursuite des recherches en cours. Et je rappelle donc que Ousmane Kabiline Diatta a été interpellé à Dakar le 8 juin dernier lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi. Le prochain rassemblement de cette coalition prévu vendredi prochain a été interdit par le préfet de Dakar. Les motifs évoqués dans l'arrêté, menaces de troubles à l'ordre public et violation de l'article L61 du code électoral. À noter aussi que les membres de Yewwi Askan Wi ont annoncé une conférence de presse ce soir.
Et il ne reste plus beaucoup de temps avant la tenue des élections législatives le 31 juillet prochain, mais les acteurs politiques ne sont toujours pas en phase avec la direction générale des élections. Et malgré les nombreuses attaques et les nombreuses critiques contre le directeur de la DGE, lui-même ne semble pas ébranlé. Tiandel Fall déclare que son objectif, c'est de faire respecter la loi. Au micro de Seynabou Babou, il est aussi revenu sur le refus de Yewwi Askan Wi de signer le bon à tirer. Regardez. Vous savez, moi je n'ai pas de commentaire à faire. Moi je suis organisateur d'élections. Ce qui importe pour moi, c'est l'application de la règle de droit. L'application stricte des règles contenues dans le code électoral. Il n'y a que ça qui m'importe. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce qui se fait dans l'espace politique. Ce qui m'importe moi, c'est de appliquer rigoureusement les dispositions du code électoral en la matière. C'est le régime de la liberté, ils sont libres. Chaque mandataire de liste de candidats est libre de signer ou de ne pas signer le bon à tirer qui lui est présenté. Vous savez, le bon à tirer signifie tout simplement qu'ils sont d'accord avec le bulletin qu'ils ont déjà déposé lors de la déclaration de candidature. Il n'y a que ça, c'est pour confirmer que ce qu'ils avaient déposé ici comme spécimen de bulletin a été bien respecté dans les couleurs et symboles. N'est-ce pas? Parce que le contenu fondamental d'un bulletin de vote, c'est les symboles et les couleurs. Et sur cette question, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé pour dire que les couleurs et les bulletins, les couleurs et les symboles des bulletins constituent des éléments de référence pour permettre à l'électeur de bien identifier et de bien faire son choix. Des propos tenus à l'ouverture de la 10e Assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones. Ces assises devraient permettre à notre pays d'être en mesure d'identifier les obstacles et les dysfonctionnements pour des élections inclusives et transparentes. Seynabou Babou et Mafalfal compte rendu. Des élections sécurisées, apaisées et inclusives, le thème de la 10e Assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones RECEF. Pour le ministre de l'Intérieur qui a présidé la cérémonie, cette Assemblée générale permettra de relever les défis qu'appelle le système électoral. Comment ne pas se réjouir de votre thème pour le séminaire de Dakar quand on sait que dans certains pays, certains donc de nos pays de la francophonie, les crises multiformes sont présentes. En clair, il s'agit de mener des réflexions nourries, susceptibles de relever les défis liés au conflit, car au-delà des valeurs induites relatives à l'état de droit, ce sont les fondamentaux mêmes du développement socio-économique qui en dépendent. Les conclusions qui sortiront de ce séminaire aideront les pays qui sont affectés par les conflits locaux et la présence de terroristes dans leur territoire de pouvoir organiser des élections sans problème, selon le directeur général des élections et par ailleurs le président du RECEF. Nous sommes dans un espace plus ou moins gangréné de crise. Nous sommes dans l'espace du G5 Sahel avec le terrorisme qui gangrène les pays et aussi, donc ce n'est pas le terrorisme, mais c'est des conflits locaux qui font que justement les élections sont souvent impactées de façon négative. Donc Dakar permettra peut-être, avec les conclusions, qui permettront à ces pays, n'est-ce pas, de désormais gérer les élections en circonscrivant, bien entendu, l'impact négatif de ces crises sur la gestion des élections. Mais l'objectif de cette Assemblée générale est de corriger les dysfonctionnements et problèmes du processus électoral dans les pays francophones pour des élections libres et inclusives. Merci beaucoup, Seynabou Babou. Toujours pas de solution définitive pour apaiser la tension mondiale sur le blé. En attendant, les États négocient et cherchent si possible des alternatives. Le Sénégal est pourtant en mesure de produire son propre blé, mais les moyens lui font défaut. Des spécialistes du blé ont tout de même entamé un travail sur le terrain. L'un d'eux, Mme Farmandia Sissé, est au micro de Aïssatou Kane. Les moyens.
parce que je ne suis pas la spécialiste du blé, mais ce qui se passe dans mon centre, c'est ce qui se passe dans tous les centres, dans le centre de Saint-Louis, l'insuffisance de moyens. Pour devenir autosuffisant dans n'importe quelle spéculation, il faut que les moyens suivent. Et justement, c'est ce à quoi tenter de répondre un peu notre document de transformation sur la recherche agricole et également notre règlement d'établissement et le statut des chercheurs. Vous avez un chercheur sans personnel d'appui technique qui se débrouille sur le terrain avec ses maigres financements pour mener ses activités. Donc, dans ces conditions-là, arriver à assurer l'autosuffisance au président Macky Sall, ce serait vraiment dangereux. C'est une question en fait que le directeur général, que le directeur de Saint-Louis a traité. Ils ont fait une visite de terrain il n'y a pas longtemps, justement pour voir en fait les expérimentations qui sont en cours sur. Ça aurait été plus indiqué que le responsable même de ce programme blé réponde à cette question. Transition pour nous intéresser au mode d'alimentation des Sénégalais. La direction de la sécurité alimentaire a produit un rapport sur les perspectives alimentaires horizon 2035. L'étude révèle que les Sénégalais mangent mal. Voyez cette correspondance de Isidore Alexandre Sen. Le rapport sur les perspectives alimentaires du Sénégal 2035 tire la sonnette. Le Sénégalais s'alimente souvent moins sain. Le danger est dans les assiettes, semble dire le secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire, Jean-Pierre Senghor. Nous sommes tenus, à la lumière de ce que nous savons notamment de ce qui est dit ici, de partager tout ça avec... oui, manger devient dangereux, mais nous pouvons tout faire pour que manger ne soit pas dangereux. Aujourd'hui, nous avons une alimentation essentiellement basée sur le riz. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce que même le modèle de consommation abusive de riz est un modèle viable? Il est aussi sorti du rapport que beaucoup de maladies comme l'hypertension, le diabète, entre autres, sont liées à une mauvaise alimentation. Si nous n'y prenons pas garde aujourd'hui, nous sommes peut-être en train de fabriquer des malades de la mauvaise alimentation. Il y a une explosion exponentielle des maladies chroniques non transmissibles. Diabète, hypertension. Nous ne disons pas que 100% de ces maladies sont causées par notre alimentation, mais notre mauvaise alimentation y participe pour une large part. Le retour à une certaine habitude alimentaire pourrait remédier à ce problème. Nous avons des céréales bien de chez nous. Le sorgho, le mil, le fonio sont des céréales africaines. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes tous omnibulés par le blé qui nous vient du Proche-Orient. Aujourd'hui, Dakar sans pain pendant 2 mois, c'est même pas envisageable. Alors que nous avons des céréales sur lesquelles nous devons travailler pour voir quelles sont les formes de farine panifiables. Nous puissions non seulement consommer ce que nous produisons, mais il faut d'abord produire. Le rapport du Forum national sur les perspectives alimentaires recommande entre autres une plateforme de dialogue permanent sur l'alimentation au niveau de chaque région, comme il sera le cas sous peu à Thiès. Note de sport à présent. En marge de la réception du trophée de la CAN à Bambali, le ministre des Sports a rendu un vibrant hommage à Sadio Mané, leader incontesté de l'équipe nationale. Matarba a salué un modèle de réussite pour la jeunesse du Sénégal, mais aussi de l'Afrique. Je vous propose de l'écouter au micro de Amadou Barry. Au-delà de son talent de footballeur, c'est un homme, un jeune qui est armé de piété. Mais au-delà de sa croyance en Dieu et de la religion musulmane, c'est quelqu'un qui aime son pays. Et je ferai ce témoignage parce que j'ai eu l'honneur d'être invité par Sadio Mané quand il gagnait la Coupe d'Europe. Je l'ai bien observé. Quand il a gagné, et tout le monde sautait de joie, il regardait vers les tribunes pour apercevoir ou bien avoir le drapeau national du Sénégal qu'on lui a donné, et j'ai compris que quand il a pris le drapeau entre ses mains, il a commencé à jubiler, à faire le tour du pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on a un digne ambassadeur de Bambali qui porte l'image du Sénégal. Jeunesse du Sénégal, jeunesse de l'Afrique, on n'a plus besoin de chercher de modèles parce qu'on en a. Quand on a un jeune de la trempe de Sadio Mané, qui est un excellent joueur, qui reste humble, qui reste attaché à sa population, qui reste attaché à son village et qui investit dans le social,
nous ne pouvons pas trouver mieux. Donc, chers lions, chers amis et chers jeunes frères, chers neveux, je voudrais, au nom de l'ensemble des sportifs, au nom du pays, au nom de la République et des 17 millions de Sénégalais, te rendre un hommage mérité. À présent, quelques actualités internationales en images au Burkina Faso. D'abord, 3 jours de deuil national ont été décrétés en soutien aux victimes de l'attaque de Setanga dans l'est du pays. Samedi après-midi, les habitants ont subi un assaut meurtrier d'hommes armés. Il y aurait 79 victimes selon le dernier bilan des autorités. Le président somalien a nommé Hamza Abdi Barre au poste de Premier ministre un mois après son élection à la tête de ce pays dit instable de la Corne de l'Afrique. Âgé de 48 ans, il devient ainsi le 28e Premier ministre de la Somalie. La suite de cette édition. Et nous allons à la découverte de Tchossé, fief des Mandingues qui se sont implantés à Mbour durant la période coloniale. Et le quartier a été séparé en deux en 1922, mais sa particularité reste tout de même ces événements culturels. Muntaga Khan nous fait découvrir. Soucieux de préserver leurs traditions, les premiers Mandingues à fouler le sol de Mbour se sont regroupés dans un seul et unique quartier dénommé Mbour-Tchossé qui va être divisé en deux en 1922. C'est ainsi qu'est né le quartier Tchossé-Ouest. Les Tchossé se sont implantés, les Mandingues se sont implantés, ont créé le Tchossé-Ouest en 1922 pour éviter de cohabiter avec d'autres groupes ainsi perdant ainsi leur langue et leur culture. C'est surtout ça qui les a poussés à se regrouper. Et c'est pour maintenir aussi leur forme d'organisation sociale, pour maintenir leur, comme je ne veux pas parler du nom, comme les rituels d'initiation. Le chasseur Amar Diaban est le fondateur de la communauté Mandingue. Il a quitté Nianing où ses parents étaient déjà établis. Les premiers venus, c'est la famille Djamba, Alan Djamba, qui a quitté Nianing, qui est venu s'implanter. Il est venu sur le site de Mbour, il s'est dit que là, ça doit être un bon endroit pour lui. Il est reparti et ses parents, il est revenu avec ses parents. C'est les Woyinka, c'est les Woyinka en général qui sont... Ensuite, ses parents sont venus. Ce sont eux, véritablement, les fondateurs de la communauté Tchossé de Mbour, les Woyinka. Ensuite, il y a eu les Kabouké, les Dafé, les Dabo. Les Tchossé, Ouest et Est, sont issus du grand quartier Tchossé qui regroupait tous les Mandingues. Dans le Tchossé, il y a eu le Tchossé seulement, un grand quartier. Le grand quartier, c'était le Tchossé. Ensemble, il n'y avait pas de différenciation entre les quartiers. C'est dans les années 20 que la coupure s'est faite entre le Tchossé Est et le Tchossé Ouest. Après les Woyinka, 7 notables originaires de Bidjin sont arrivés ensemble à Mbour. Malan Dabo, Malan Saya, Sandeng Dafé, Bode Bakari Gambay, Manada, Madame et Dirivan Gassama. Les 7 lieux qui sont venus pour Bidjina, 7 apparentés, avec des patronymes différents, mais liés par des liens de parenté. Madi Koté qui est venu en 1904. Et toutes ces familles-là, j'ai parlé de Bidjin tout à l'heure, on connaît leurs lieux d'origine. Beaucoup de chefs de village et de chefs de quartier se sont succédés à la tête de la communauté Mandingue. Farang Djamba, période inconnue. 2. Bakari Djamba, période inconnue. 3. Fodi Djamba, période inconnue. 4. Yahya Dabo, période inconnue. 5. Bakari Djamba, période inconnue. 6. Boukar Singate, 1903-1905. 7. Sana Dafé, 1905-1927. 8. Malan Dafé, 1927-1932. Chef de quartier, Madi Koté, 1932-1936, Kadiali Sedi, 1936-1956, Daouda Dafé, 1956-1993, Chérifo Dafé, 1993-1998, Youssoufa Sagna, 1998 à nos jours. L'instinct de conservation n'a pas empêché les Mandingues de cohabiter avec les Wolofs. Au niveau du quartier de Tchossé-Ouest, c'est la cohabitation entre Mandingues, mais aussi avec des familles Wolofs aussi.
surtout des familles d'artisans, de Niayon. Alors, c'est le souci de préserver leur forme d'organisation sociale. Mais le risque d'acculturation n'en est pas moins réel. Elle a beaucoup diminué de vigueur, hein. Elle a beaucoup reculé. C'est normal parce que nous sommes dans un milieu entouré, nous sommes entourés par d'autres groupes ayant d'autres parler. D'autres groupes linguistiques, donc qui sont beaucoup plus nombreux que nous, parce que dans les années 60, presque 75% des Mandingues de nous parlaient mandingue. Mais maintenant, dans les années 2000, il n'y a qu'à peu près 20%, sinon moins de 20% des Mandingues qui parlent mandingue. Mais au sein de la collectivité, on a une commission éducation et formation qui fait beaucoup de réalisations, dont je suis le président de la commission. Et on veut tout faire pour maintenir cette langue. Des projets d'alphabétisation, on a commencé d'ailleurs. La mythique initiation des jeunes mandingues à la case de l'homme est devenue une affaire de toutes les populations bourgeoises. Je n'aime pas trop parler du Kankura, évidemment, parce que c'est un phénomène culturel, qui est l'apanage des vieux. Chez nous, c'est les vieux qui s'occupent de ça. Bon, évidemment, les Mandingues sont venus avec leur forme d'organisation sociale, notamment le rituel de l'initiation. Le rituel de l'initiation, au sein duquel fait partie le Kankura, comme vous le dites. Donc ils sont venus avec. L'initiation Mandingue à Mbour, c'est un grand phénomène culturel. Hein. Le mois de septembre, c'est le septembre Mandingue, Mbourrois. Et c'est un mois qui est spécifiquement dédié au rituel d'initiation. Du fait de leur ancrage à leurs racines profondes, les Mandingues, qui ne sont pas les premiers habitants de Mbour, ont réussi aujourd'hui à s'imposer devant les autres ethnies, moins entreprenantes du point de vue culturel. Je l'annonçais en titre, Mamkumba Bang à la Biennale de Dakar à travers une exposition intitulée Mystic City of Mamkumba Bang. L'artiste Masta, un expatrié, raconte l'histoire du génie protecteur de Saint-Louis et il lui a fallu toute une vie pour réaliser ses œuvres. Regardez, c'est un reportage de Mamadou Dieng avec Sidignan. C'est ici à la galerie Kembouri du Point E que loge Mamkumba Bang, invité à y séjourner le temps d'une biennale. Elle est le génie protecteur de la vieille ville depuis des lunes. Elle et sa famille racontaient à travers ses bustes. L'artiste répond sous le nom Masta, un expatrié. Mamkumba Bang, c'est la déesse fluviale, la déesse protectrice de la ville de Saint-Louis. Donc c'est une histoire pratiquement connue de tout le monde. C'est aussi un patrimoine immatériel. Mamkumba Bang, présentée comme une déesse protectrice de Saint-Louis, depuis des siècles, avec qui les Saint-Louisiens échangent par des offrandes pour espérer en retour une protection de sa part. Masta, l'artiste, va plus loin en essayant de représenter son monde, une imagination. Qui est un monde invisible, qui est composé peut-être d'autres éléments de sa famille, on va supposer. Et le tout, ça va constituer un environnement peuplé d'êtres invisibles que j'essaie de traduire à travers mes toiles. Sur ces toiles, Masta retrace des histoires qu'on lui a racontées depuis sa tendre enfance. L'art, le meilleur canal. En tant qu'artiste, je n'ai pas d'autre moyen de m'exprimer que de l'art parce que ça me permet de dire les choses que je n'arrive pas à trouver avec les mots. Donc l'art, c'est vraiment mon écriture, l'écriture qui s'offre à moi et mon langage, on va dire, primordial. Le génie protecteur de la vieille ville dans la galerie Kembouri, tout au long du Dakar, grâce à cette exposition de Masta intitulée Mystic City of Mamkumba Bang.
Et cet artiste plasticien qui a réalisé ces œuvres salue le retour de la Biennale 2 ans après 2 ans de suspension, un retour au moment où l'art africain est en train de se faire une place dans le monde d'après lui. Le voici. Cette biennale, c'est un retour en force après 2 ans de Covid. Et ça coïncide à une période où l'art contemporain africain est en train de se faire une place dans le monde. Donc on a reçu un grand monde et c'est une occasion, ça a été une occasion pour nous de montrer que l'Afrique est encore présente plus que jamais. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes et à demain pour un autre 1945.